On a maintenant 45 ans d'existence. On a œuvré beaucoup dans le château. On a largement contribué d'ailleurs à la réalisation, à sauver les œuvres qui étaient en très mauvais état, notamment dans les collections des peintures. Et puis maintenant, on essaye de se diversifier pour compléter un peu toute cette richesse, essayer de donner... D'ailleurs, on a un slogan. On est pour préserver un patrimoine et on travaille pour les générations futures. Alors nous avons l'entreprise Bourson qui va nous aider pour une grande part de l'opération. On va repartir d'un modèle qui est actuellement au Louvre pour refaire cette statue. Alors Bourson va faire la partie qui est toute la sculpture de la pierre, le bloc de pierre. D'ailleurs un bloc de pierre qui nous est offert gracieusement par les carrières de Gand. Et puis nous avons ensuite la phase finale de la statue qui sera travaillée par un sculpteur, M. Laroche. Alors nous sommes heureux aussi, parce que les amis du musée ne peuvent pas faire tout. On a l'appui d'une association d'ailleurs de Vineuil-Saint-Firmin, qui est coïncident d'ailleurs, le piédestal il est sur le périmètre de Vineuil-Saint-Firmin, bien que partie attenante au domaine. Donc les amis du musée, Condé, arrivent à faire de grandes choses grâce au mécénat. Et là, c'est une démonstration que la mobilisation de plusieurs acteurs peut conduire à un résultat extraordinaire. Alors le domaine de Chantilly a subi un dommage en 1989. En décembre 1989, le domaine s'est fait voler une statue, la statue de l'Arès Borghese. Alors Arès Borghese, c'est un antique qui se trouve au musée du Louvre, une statue donc romaine du 1er ou du 2e siècle de notre ère. Et cette statue célèbre avait été maintes fois copiée. Entre autres, elle avait été tirée en fonte de fer à la manufacture du Val-d'Aune, en Haute-Marne, près de Saint-Dizier. Et donc le domaine de Chantilly, dans les années 1902-1903, avait commandé plusieurs fontes industrielles, dont l'Arès Borghese pour le Vertugadin du domaine de Chantilly, donc situé sur Vineuil, dans le grand axe de Le Nôtre. En pendant, la Vénus d'Arles, autre antique, également bien connue. Nous avons d'ailleurs ici les factures donc de ces deux statues, donc Val-d'Aune, Parterre, Vertugadin, Achille Borghese, Vénus d'Arles, payées ensemble en 1902 et 1903, 1655 francs. Donc ça, c'est la facture du domaine de Chantilly pour l'acquisition de cette sculpture industrielle. Cette statue donc, nous est volée en décembre 1989 et l'idée c'est bien sûr de reconstituer cette perspective puisqu'actuellement on a au centre la statue de Frémin montrant Hercule et Déjanire et puis à gauche le piédestal portant la Vénus d'Arles et à droite un piédestal qui malheureusement demeure vide. Donc la conservation du musée Condé depuis plusieurs années cherche à faire réaliser une copie de cette Arès Borghese. Pour cela on s'est adressé bien sûr à la manufacture du Val-d'Aune qui existe encore, mais qui n'a plus le moule de cette statue. Alors c'est là où sont intervenus les amis du musée Condé qui nous ont proposé un mécénat de compétences avec l'aide de plusieurs entreprises de la région, les carrières de Gand de Saint-Maximin, les entreprises de marbrerie Bourson à Gouvieux et surtout l'association de développement de Vineuil-Saint-Firmin qui va nous aider donc à réaliser cette copie. Pour cela, il faut donc la tâche de nos collègues du musée du Louvre, donc Ludovic Logier, conservateur au département des antiquités grecques et romaines, et Françoise Gauthier, donc directrice du département, qui vont nous autoriser à scanner la statue de l'Arès Borghese qui se trouve au Louvre. L'Achille Borghese, l'Arès Borghese, le Mars Borghese, tout a été dit sur celui qu'on appelle aujourd'hui l'Arès Borghese. En fait, c'était une des collections les plus importantes de Rome qu'il accueillait, la collection Borghese, d'où son nom. Il a été présenté à la Villa Borghese
et avant cela au Palais Borghese en ville, ce qu'on oublie souvent. Et Napoléon a fait l'acquisition de cette collection en 1807, si bien que la statue est arrivée au Louvre peu de temps après, pour être présentée dans les salles du musée Napoléon, comme on l'appelait à l'époque, en 1811 probablement. Donc voilà une statue qui a un beau pédigré, un pédigré romain, un pédigré italien, dans une des collections patriciennes les plus prestigieuses. Et puis ensuite, c'est une statue qui a eu une belle fortune au musée du Louvre, parce que c'était un type divin singulier, dans la mesure où Arès est représenté avec un anneau à la cheville, qui a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'on s'est demandé si cet anneau, ce n'était pas le témoin de la manière dont Vénus, sa maîtresse, l'inféode à ses lois. Alors aujourd'hui, on discute sur la signification réelle de ce détail de la statue, mais en tout cas au XIXe siècle, c'est ce qui l'a en partie rendu célèbre avec son pédigré. Aujourd'hui, la façon dont les historiens de l'art abordent les choses est la suivante. On se pose la question de savoir si cette œuvre, qui date du IIe siècle de notre ère, est la copie romaine d'un original grec plus ancien, aujourd'hui disparu, un original en bronze qui aurait été fondu. Alors là aussi, il y a un débat. L'archéologie est une science qui évolue avec le temps. Pendant très longtemps, on a dit ce nu athlétique, sobre, monumental, équilibré dans sa pondération, avec la jambe libre, présentant un pied légèrement glissé vers l'avant, c'est la marque de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors pourquoi pas Alcamène qui aurait réalisé un Arès pour la région d'Athènes? C'était l'hypothèse. Mais d'autres chercheurs ont observé plus en détail le casque notamment et son décor de chien ou de loup, le profil exact des palmettes, et ils se sont dit qu'il y avait là des témoignages d'un style plus tardif. Alors, peut-être qu'en fait, il s'agit tout simplement d'une œuvre faite à la toute fin de l'époque hellénistique, au début de l'époque romaine, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, dans le style du 5e siècle, et ensuite copiée au 2e siècle. C'est donc un peu un jeu de poupée gigogne. Mais pour faire simple, cette œuvre est absolument une statue remarquable pour l'histoire des collections, une statue remarquable de l'époque romaine et plus particulièrement du 2e siècle, donc à l'époque d'Adrien ou d'Antonin. Et il est possible qu'elle reflète l'art classique du 5e siècle avant Jésus-Christ, ou ses reprises plus tardives quand les Grecs revisitent eux-mêmes leur propre passé. Donc nous avons ici un appareil qui nous permet de faire de la télémétrie photographique, ce qui nous permet, avec ce scanner 3D tridimensionnel avec des milliers de points, de pouvoir aujourd'hui positionner, refaire l'identique du modèle. Voilà, après 2 heures de travail, on est arrivé à ce niveau-là. Donc tout ce qui est en bleu, c'est les points. Tout ce qui est en rouge, c'est les trous. Pour l'instant, c'est des manques de photos ou de trous qu'on ne peut pas avoir tout de suite. Donc on va prendre les autres photos à fur et à mesure pour combler tous ces points qui nous manquent pour avoir complet, qu'il n'y ait plus de trous nulle part. Après, s'il reste des petits trous, ça, c'est pas grave. Ça se rebouche, ça se retravaille, c'est pas un souci. Mais il nous faut exactement la position, comme on a ici, là. Les pieds, les mains, il faut tout ce qui est important, c'est tout ce qui est doigt de pied, la main qui est très très importante. Il nous faut exactement les bons détails. Là, il nous manque encore des points, ici, il nous en manque encore. Donc on va refaire des photos pour vraiment avoir la forme 100% réalisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les points ne sont pas exploitables, c'est juste une photo. Donc ça ne peut servir que pour la visuelle, mais quand on aura créé la surface, là, on va pouvoir vraiment travailler avec. Ça veut dire qu'on a la réalisation complète de la statue. Ça va nous prendre 3, 4, 5 jours en atelier, en reprogrammant tout, faire les calculs et tout, ça va être très long. Et une fois qu'on aura fini, on pourra attaquer réellement la statue sur machine et avec finition main à l'arrivée. Donc ça va être tout un programme de A à Z.
Donc ici nous sommes dans la carrière de Saint-Maximin, c'est une carrière du Lutétien. Nous sommes dans les bancs de Saint-Maximin avec des strates superposées les unes aux autres. Elles sont séparées de façon naturelle par ce qu'on appelle des délis. Nous avons également des filières qui sont elles verticales qui nous permettent de faire l'extraction par moyen mécanique. Nous n'utilisons pas d'explosifs, nous utilisons uniquement une pelle. Nous forons, nous coupons et nous extrayons les blocs. Alors nous avons les différents bancs qui sont donc au départ avec des limons, ensuite de la castine qui fait lequel on va tirer des granulats durs, et ensuite le premier banc qui est un banc de lier, une pierre très dure qui sert à faire du dallage, qui tient le poli, qui est une pierre marbrière, et ensuite une pierre dite roche franche, avec lequel nous allons utiliser le banc pour faire la fameuse statue. Et donc les blocs qui ont été sélectionnés ici, c'est donc la roche franche de Saint-Maximin, c'est le deuxième banc, donc qui se trouve sous le banc de lier, qui va donc servir à réaliser la statue. Et on va faire une coupe maintenant traditionnelle, avec des coins éclateurs, 3 pièces, donc 2 pamelles et un coin éclateur, que Gérard va planter à la masse. Et va nous faire une coupe droite, de façon à pouvoir observer le grain, l'aspect fini brut du bloc. Donc voilà, en fait, on va bander ce qu'on appelle bander les coins, on va les rentrer une première fois, et puis après il va nous refaire une série dans l'autre sens, afin de couper la pierre. Ah oui, c'est spectaculaire. Voilà. Là, je suis d'un seul coup, quoi. Alors vous prenez quoi cette partie-là? Alors, nous, voilà, ça c'est la chute qui est tombée. C'est ce qu'on appelle, là il a fait un... On a ce qu'on appelle un équarrissage ou un lavage de bloc. En fait, c'est pour qu'en général, on le retrouve au niveau cubique, qu'on puisse le mesurer pour la vente, que le client ne se retrouve pas avec du poids supplémentaire qu'il ne pourra pas utiliser. Donc on lui fait un bloc rectangulaire ou carré, de façon à ce que lui puisse exactement obtenir les dimensions dont il a besoin pour faire après l'élément fini. Alors là, on a le cas du bloc qu'on a sélectionné. Voilà, on l'a coupé sur les 2 extrémités. On ne va pas faire les 4 faces parce que Alain va ce qu'on appelle laver avec son fil diamanté. Oui, ils sont...